Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence, même si elle est virtuelle, aujourd'hui pour la présentation de notre expertise collective sur la réduction des dommages associés à la consommation d'alcool. Alors, l'objectif de cette expertise, c'est d'actualiser les connaissances scientifiques sur l'alcool. Ça a représenté un travail considérable, comme c'est la tradition, en adressant à la fois les effets de la consommation d'alcool sur la santé, les niveaux et modalités d'usage associés à la consommation d'alcool en France, et enfin les stratégies de prévention efficaces. Alors je voudrais remercier tout particulièrement, il est devant moi en chair et en os, le pôle expertise collectif de l'INSERM, et puis le département, qui est aussi représenté en chair et en os, de l'information et de la communication de l'INSERM pour l'organisation de ce colloque, qui se déroule dans des circonstances un peu particulières. Et puis un mot vraiment très chaleureux pour l'ensemble des experts. Certains sont devant moi cachés encore derrière leur masque et ils interviendront au cours de la journée parce que sans eux, cet énorme travail n'aurait pas pu se dérouler. Alors peut-être pour commencer, un mot pour rappeler ce que sont ces expertises collectives de l'INSERM. Ça fait bientôt 30 ans que c'est devenu un travail récurrent. C'est une entité, ce pôle expertise qui est rattaché à l'Institut thématique santé publique. Et c'est vraiment devenu, cette expertise collective, une des missions essentielles de notre organisme au service de la santé de chacun. Et je crois que ça illustre parfaitement notre devise, la science pour la santé. Alors à ce jour, plus de 80 expertises ont été réalisées par l'INSERM. J'ai fait le calcul avec 3 ou 4 cm par volume. Ça fait pas loin de 3 mètres linéaires que j'ai vu de mes yeux dans les bureaux du pôle expertise. Et les demandeurs de ces expertises sont généralement des partenaires institutionnels. Il y en a une vingtaine de différents. Alors, les rapports d'expertise de l'INSERM, je crois, sans modestie, font aujourd'hui autorité, en raison de leur exigence scientifique, de leur indépendance, de leur pluridisciplinarité et de la compréhension que ces expertises permettent de problèmes toujours importants, toujours d'actualité pour notre société et nos concitoyens. Alors ces qualités contribuent bien sûr au débat public et participent aussi à la notoriété de l'INSERM, mais surtout au service rendu que l'Institut doit à chacun. Alors on le sait, les connaissances scientifiques croissent continuellement, se spécialisent de plus en plus, et c'est de plus en plus complexe de faire l'exploitation rationnelle de toutes ces informations, en particulier sur des questions de santé, et notamment quand ce sont des thématiques de santé publique qui sont vraiment à la croisée de très nombreuses disciplines et qui relèvent toujours de causalités multiples. C'est donc pas étonnant qu'une expertise collective demande du temps. Il faut compter généralement de 2 à 3 ans. Alors des fois on y arrive en 18 mois quand même, quand il y a vraiment une pression très très forte sur un sujet particulier, mais c'est toujours plus délicat. Parce que ce temps, il est vraiment nécessaire à la fois à l'identification puis à l'analyse rigoureuse de l'énorme littérature scientifique. Il est indispensable pour créer un groupe d'experts, pour le mettre en place dans une logique réellement pluridisciplinaire où chacun doit comprendre comment les réflexions de son propre champ disciplinaire s'interfacent avec les autres. Donc à l'INSERM, on sait prendre le temps pour faire bien les choses et c'est à ce prix que le résultat de ces expertises atteint son très haut niveau de qualité. L'un des objectifs des expertises collectives, c'est donc d'affronter la complexité pour remplir notre mission d'aide à la décision des acteurs du système de santé. En procédant à ce travail collégial d'analyse critique de la littérature scientifique, les expertises de l'INSERM contribuent à fournir des repères fiables, utiles, pour la construction des politiques publiques de santé. Et l'expertise ne crée pas en elle-même la décision, mais elle l'éclaire. Et c'est donc, à ce titre, un véritable outil de démocratie en santé.
Par exemple, dans le domaine des conduites à risque, plusieurs expertises collectives de l'INSERM ont joué un rôle important ces dernières années. Je pense à des thèmes comme le tabagisme, je pense aux jeux de hasard et d'argent, aux médicaments psychotropes, aux conduites addictives chez les adolescents ou encore à la réduction du risque infectieux chez les usagers de drogue. Ces expertises ont constitué réellement des bilans privilégiés d'appréciation des risques qui ont permis d'améliorer des mesures de protection et de construire des politiques publiques davantage basées sur les preuves. Alors, venons-en maintenant à l'expertise que nous allons partager aujourd'hui sur la thématique de l'alcool. C'est en fait déjà la troisième expertise, ou la quatrième, puisqu'il y en a 3 qui ont été publiées. En 2001, il y avait eu un travail sur les effets de l'alcool sur la santé. En 2003, sur alcool, dommages sociaux, abus et dépendance. Et enfin, l'expertise de 2014 sur les conduites addictives chez les adolescents abordait également les consommations d'alcool. Donc l'expertise de ce jour répond à une demande d'actualisation de ces données de la part de la Mildeca d'une part et du ministère en charge de la santé d'autre part. Il s'agit d'approfondir la notion de réduction des dommages. L'important, c'est de mettre en regard ce qui est déployé en termes de prévention et de prise en charge face au fardeau sanitaire, économique et social que représente la consommation d'alcool. Vous le savez, cette expertise répond à un défi majeur de santé publique. En France, ce sont 42,8 millions, donc 43 millions de consommateurs présentant des profils de consommation très différents. Les niveaux en population générale demeurent très élevés, en particulier chez les jeunes. Et en moyenne, la consommation de chaque adulte est toujours de 27 grammes. Je ne vous fais pas les calculs en verres de vin, mais ça doit représenter 2 bons verres par jour pour chacun, ce qui est en moyenne très important. Et on dénombre, alors avec des incertitudes, j'ai lu les passages consacrés à ces estimations, c'est des chiffres délicats, mais autour de 40 000 morts par an pour un coût social estimé à près de 120 millions d'euros. Donc quand on voit ces conséquences toujours majeures, avec une décroissance progressive, mais trop lente, des chiffres, et ça a déjà été souligné plusieurs fois, la question aujourd'hui est celle des moyens mis en place, à la fois pour prendre en charge les consommateurs, mais aussi pour prévenir ces consommations. En France, nous avons la loi Évin de 1991 qui encadre la lutte contre la consommation d'alcool, mais sa version actuelle, d'abord, elle n'est pas toujours respectée, et en plus, elle a été considérablement modifiée, allégée sous l'effet du lobbying des producteurs et des distributeurs d'alcool. Et donc, il existe, et il faut ensemble explorer cet espace viable entre des politiques volontaristes de lutte contre la consommation d'alcool, visant à minimiser son coût social, et la préservation des savoir-faire, de l'économie et de l'identité de certains territoires auxquels beaucoup de Français sont aussi attachés. Donc aujourd'hui, nous allons dérouler 4 sessions au cours desquelles nos experts vont vous présenter les différents sujets. Ces sujets, ils s'articulent autour de 4 piliers. Le premier va s'adresser au comportement des usagers, les effets sur la santé de cette consommation et ses conséquences sociales. Le deuxième va traiter des politiques actuelles de lutte contre cette consommation face au lobbying. Le troisième va s'adresser aux facteurs de risque de la consommation et des leviers. Quelles actions de prévention concrètes peut-on mettre en place? Et enfin, le quatrième pilier va s'adresser à la réduction des dommages et les stratégies de prise en charge à mettre en place. Voilà, donc ces 4 piliers avec leurs enjeux vont être explicités tout au long de la journée. Les experts vont vous présenter les recommandations majeures issues de ce travail. Je crois que ces présentations vous permettront d'avoir une première imprégnation de cette expertise particulièrement dense qui dépasse cette fois-ci 700 pages. C'est autour de 3600 documents qui ont été rassemblés et digérés pour donner cet énorme volume. Donc c'est une énorme richesse, une énorme complexité et aussi un grand potentiel de progrès en termes de santé publique
que cette question de la réduction des dommages liés à la consommation d'alcool qui est face à nous. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque, des échanges très fructueux dans un objectif collectif de favoriser une meilleure santé pour nos concitoyens. Merci. Alors bonjour à tous. Merci beaucoup Gilles pour cette introduction. Avec Marie qui était une des deux chargées d'expertise, on va continuer un petit peu pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette expertise. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce qu'a dit Gilles, il l'a déjà très bien dit, mais un petit mot quand même sur les expertises collectives de l'INSERM. Donc l'idée de ces expertises, c'est vraiment de faire appel à la communauté scientifique, à des chercheurs pour analyser toute la littérature scientifique qu'il y a sur un domaine de santé publique, pour l'analyser, la mettre à disposition du public et surtout la mettre à disposition des décideurs. Donc on se fonde vraiment sur les données récentes de la recherche et on s'appuie sur ce savoir-faire de toute la communauté scientifique de façon extrêmement pluridisciplinaire. Et tout ça donne ces documents que vous voyez là de plus de 700 pages, une synthèse. Cette année, on a fait, pour vous faciliter le travail, on a fait aussi un résumé de 2 pages et demie. Tout ça rassemble, Gilles l'a dit, plus de quelques milliers, presque 3000 documents scientifiques. Et on va jusqu'à formuler des synthèses. Gilles l'a dit aussi, il y a plus de 80 expertises collectives qui sont aujourd'hui disponibles sur le site internet de l'INSERM. Alors, les expertises, elles obéissent à un protocole qui est assez bien rodé depuis presque 30 ans maintenant, qu'on a l'habitude de dérouler en 6 étapes. Je ne vais pas toutes les décrire, mais il y en a 2 principales. Celles qui sont ici avec une petite pastille bleue, qui est la première, quand le commanditaire vient nous voir, un ministère ou une grande institution, il est primordial qu'on soit bien d'accord avec lui et qu'on définisse les questions à poser, qu'on les traduise en questions scientifiques. Si on a bien défini ça, les choses sont bien parties. Ensuite, on fait une recherche bibliographique, on arrive toujours à des milliers de documents, ce qui nous permet de connaître un petit peu les gens qui travaillent sur le sujet et de constituer le groupe d'experts. C'est aussi la phase qui est extrêmement délicate. Il faut organiser un petit peu les différentes écoles de pensée, faire très attention aux conflits d'intérêts pour certains sujets, alcool en particulier. On n'a pas pu prendre tout le monde, voilà. Et une fois qu'on a ce groupe d'experts qui est constitué, bien équilibré, qu'on est d'accord sur les questions scientifiques, l'expertise va se dérouler après avec dans un temps long, parce que ça prend du temps d'analyser tout ça, d'en discuter. Donc une fois par mois, une séance de travail plénière toute la journée pour analyser les documents, où chacun présente son analyse, où il est challengé par les autres disciplines et on arrive à un consensus. On rédige le rapport final, donc pour écrire 700 pages et mettre tout le monde d'accord, ça prend du temps. Et puis l'édition, l'impression, et enfin la présentation publique, ce qu'on fait aujourd'hui, où vous êtes plus de 300 inscrits. Et merci d'être là pour suivre cette expertise. Alors, sur cette expertise collective particulièrement, cette expertise sur l'alcool. Donc c'est vrai que pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Donc il y avait un rapport de la Cour des comptes en 2016 qui tirait un petit peu la sonnette d'alarme en disant que les politiques publiques étaient pas complètement de lutte contre l'alcool n'étaient pas complètement à la hauteur. Gilles a rappelé les chiffres, 43 millions de consommateurs, 41 000 morts par an, plus de 40 000 morts par an. Vraiment, la nécessité d'une prise de conscience collective, c'était souligné dans ce rapport de la Cour des comptes. 110 milliards de coûts global, ce sont les estimations pour les risques de l'alcool.
Et enfin, qu'il fallait vraiment développer une recherche et s'appuyer sur les résultats de cette recherche pour baser des politiques publiques. Donc, l'INSERM a été saisi en 2016 par la MILDECA, donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, et la Direction générale de la santé pour faire cette expertise collective. Alors, nos objectifs avec lesquels on s'était mis d'accord avec nos commanditaires, c'était vraiment d'actualiser les connaissances scientifiques, de mieux définir les effets sur la santé, de définir les niveaux et les modalités d'usage associées à la consommation en France, et enfin d'essayer de définir, de voir un petit peu quelles étaient les stratégies de prévention les plus efficaces. Voilà, donc je vais passer la parole à Marie, une des deux chargées d'expertise, qui va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette expertise. Merci Laurent. Comme l'a rappelé Gilles Bloch, cette expertise collective sur l'alcool n'est pas la première aux expertises collectives sur ces dernières années. Et plus récemment, en 2013, il y a une expertise sur les conduites addictives chez les adolescents avec un volet spécifique sur l'alcool. Aujourd'hui, cette nouvelle expertise se focalise sur les événements récemment publiés. Il faut rappeler aussi que c'est une expertise beaucoup plus large, avec une mise à jour de ce qu'on a déjà dit sur les effets sur la santé, mais aussi sur les dommages sociaux, mais avec un cahier des charges aujourd'hui beaucoup plus large qui va aborder beaucoup d'autres notions, ce que vous allez pouvoir entendre tout au long de la journée. Nous allons proposer de nouvelles recommandations avec ces nouvelles thématiques, et par contre, nous n'aborderons pas la question de la prise en charge médicamenteuse. Une notion centrale de cette expertise est que toute consommation d'alcool est à risque. Il n'y a donc pas d'effet protecteur à boire de l'alcool. Et comme toute consommation d'alcool est à risque, il est assez simple de comprendre que nous allons utiliser le terme de consommation à risque pour toute consommation. Et afin que vous compreniez mieux, nous avons défini 3 groupes distincts de consommateurs. On va parler de la consommation à faible risque, la consommation à risque mais sans dépendance, et ensuite le stade le plus sévère, la dépendance. Je vais vous présenter un petit peu l'ouvrage qui sort aujourd'hui. C'est un ouvrage que je rappelle de 700 pages, assez dense, qui va s'articuler autour de 3 volets. Le premier volet est autour des consommations d'alcool, donc les risques, les dommages et l'environnement de cette consommation. Le premier chapitre traite de l'épidémiologie des consommations d'alcool et toutes les données récentes. C'est une mise à jour de ce qui a été fait dans l'expertise de 2001. Le deuxième chapitre parle de mortalité, et notamment des effets biologiques de la consommation d'alcool, et notamment lors des faibles consommations. Nous allons aussi parler évidemment du coût social de l'alcool au regard de l'envergure économique de ce secteur. Le chapitre suivant est à propos du syndrome d'alcoolisation fœtale et de tout ce qui est consommation autour de la période périnatale. Un chapitre un peu différent arrive ensuite et concerne l'impact des données en épigénétique avec toute la nouveauté qu'apporte cette recherche. Le chapitre suivant sera sur les facteurs de risque et de protection de la consommation d'alcool et comment on peut appréhender ces trajectoires de consommation. 2 chapitres viennent clôturer ce premier grand volet. Ce sont les chapitres sur le marketing des produits alcoolisés et le lobbying organisé par la filière alcool. Le deuxième grand volet de cette expertise s'articule autour des actions de prévention des consommations. Donc on a un premier chapitre qui vraiment décrit le paysage actuel des politiques de lutte contre la consommation d'alcool. Ensuite, nous verrons quelles sont les mesures qui sont efficaces, qui visent à restreindre l'offre et la demande des boissons alcoolisées. Puis nous parlerons des actions de prévention, ce qui est mis en place actuellement, les messages sanitaires et comment ils influencent les comportements. Nous interrogeons également quels sont les bénéfices des défis sans alcool, le fameux Dry January. Et enfin, nous parlons des interventions efficaces de prévention de la consommation d'alcool, et cela dans différents milieux. C'est un peu le où, quand, quoi, comment faire ces actions de prévention. Et enfin, un focus tout particulier sur la période périnatale, tout ce qui est prévention et prise en charge des consommations lors de cette période-là. Et le dernier grand volet, qui correspond vraiment à la demande initiale de nos commanditaires, c'est vraiment autour de la réduction des risques et des dommages et les stratégies de prise en charge des consommateurs. On a donc fait un préambule tout spécifique sur la notion elle-même de la réduction des risques et des dommages. Le premier chapitre décline donc cette RDRD à l'alcool.
Puis nous parlons de mésusage de l'alcool, de dépistage de la consommation à risque et d'intervention brève, et notamment du rapport coût-efficacité de cette intervention. Enfin, un chapitre vient parler des interventions non médicamenteuses pour une prise en charge des consommateurs à risque ou des dépendants. Et nous clôturons l'expertise par les stratégies de prise en charge de la dépendance, donc le stade plus sévère de la dépendance à l'alcool. Nous allons passer à la première session de cette journée. Je vais donc inviter les experts qui vont parler lors de cette... on va organiser ça comme une table ronde. Les experts vont parler un par un sur le plateau. Donc je vais les inviter à venir tranquillement s'installer autour de moi. Nous allons donc débuter cette première session avec Maria Melchior qui va nous parler des comportements et les facteurs de risque de protection. Je précise juste que les intervenants vont présenter chacun leur présentation et en fin de session, vous aurez l'occasion de poser des questions et c'est à ce moment-là qu'ils pourront vous répondre. Maria. Bonjour et merci pour l'opportunité de présenter les résultats de cette partie de l'expertise collective. Oui, c'est moi qui... Ah oui. Donc je vais d'abord vous dire quelques mots des connaissances actuelles de l'épidémiologie des conduites addictives. Ok, j'ai compris, oui. Ah là, pardon, d'accord. Excusez-moi. Donc nous avons tout d'abord fait le point sur l'épidémiologie des consommations d'alcool sur la base des données récentes, ce qui nous a permis donc d'arriver à la conclusion qui a déjà été mentionnée à 2 reprises, que la consommation d'alcool, alors en particulier en France, est absolument universelle et ubiquitaire. La plupart des personnes consomment de l'alcool dans notre pays, puisque c'est le cas de presque 43 millions de personnes, avec une moyenne de 27 grammes d'alcool par jour et par habitant, mais avec des profils, donc c'est-à-dire quasiment 2 verres par jour d'alcool, mais avec des profils de consommation extrêmement différents. Néanmoins, ces niveaux de consommation élevés se traduisent aussi par des niveaux de consommation à risque ponctuel élevés, des niveaux de consommation à risque élevés, puisqu'on estime qu'à peu près 23% des personnes ont un niveau de consommation à risque ponctuel et 7% de la population aurait un niveau de consommation à risque chronique avec peut-être des signes de dépendance. Mais les addictions suivent un continuum. Bien sûr, les personnes ne commencent pas leur consommation d'alcool en ayant des niveaux de consommation élevés. Et la proportion de personnes qui ont des niveaux de consommation à risque est très liée au niveau global de consommation à l'échelle de la population. Donc, c'est important de s'intéresser à la fois au niveau moyen de la consommation ainsi qu'à la proportion de personnes qui ont des usages potentiellement à risque pour leur santé. Une des difficultés pour évaluer les recherches qui ont été menées sur ce sujet au cours des dernières années est que les définitions des consommations à risque ont évolué. Elles ont évolué dans les classifications internationales telles que le DSM-5, puisqu'on est passé d'une distinction entre l'abus et la dépendance à l'alcool à ce qu'on appelle maintenant un trouble lié à l'usage d'alcool et qui englobe, qui couvre différents niveaux de troubles, légers, modérés et sévères, et en fait qui recouvre les catégories antérieures d'abus et de dépendance. C'est pourquoi on a considéré que c'était plus juste de se référer à la consommation à risque, globalement, la consommation à risque correspondant plus ou moins à ce qui peut être mentionné dans la littérature comme l'abus avec ou sans dépendance. Merci. Donc, en France, on a un appareil de statistiques publiques très très riche pour documenter les niveaux de consommation de la population, les niveaux de consommation moyens. Le baromètre santé permet de le faire en population adulte, les enquêtes en classe et escapades chez les adolescents et les jeunes de 17 ans. Évidemment, en France comme dans d'autres pays, on voit que l'adolescence est la période d'expérimentation et la période où peuvent aussi avoir lieu des consommations à risque
à un niveau assez fréquent, puisque d'après les derniers chiffres, on sait que près de 50% des élèves de 6e ont déjà expérimenté l'alcool, c'est jusqu'à 80% parmi les élèves en classe de 3e, et à 17 ans, environ 8% des élèves, enfin des jeunes, pardon, puisqu'il ne s'agit pas que d'élèves justement, 8% des jeunes disent avoir consommé de l'alcool 10 fois par mois ou plus. 44% des jeunes de 17 ans rapportent avoir consommé de l'alcool de manière excessive, c'est-à-dire 6 verres ou plus en une même occasion au moins une fois par mois, et 16% plusieurs fois par mois. Donc, on est à des niveaux d'usage. L'expérimentation est très très généralisée, mais il faut dire aussi que les consommations à risque sont aussi très fréquentes, bien qu'elles aient baissé au cours des dernières années. Un des éléments qu'on retrouve aussi dans d'autres pays est que les garçons ont tendance à consommer plus que les filles, et en particulier ont plus de consommation à risque que les filles. Et évidemment, une des grandes questions est de savoir dans quelle mesure est-ce que les consommations à l'adolescence sont prédictives de consommation à risque, voire troubles liés à l'usage de l'alcool plus tard. Ce sur quoi on a assez peu de données, mais les données qui existent suggèrent qu'un jeune sur 4 qui a une consommation à risque aura le même type de consommation ou un trouble lié à l'alcool plus tard au cours de la vie. Donc évidemment, donc la bonne nouvelle, c'est que la plupart des jeunes qui boivent de l'alcool n'entreront pas dans une dépendance ou un usage à risque plus tard. Par contre, 25% des usagers, sachant les niveaux élevés de consommation à risque à l'adolescence, c'est quand même des taux tout à fait élevés. Donc chez les jeunes, ce qu'on observe, c'est que les alcools les plus consommés sont la bière, mais aussi le vin, avec aussi des mélanges de différents types d'alcool. Et ce qu'on observe au cours des dernières années, c'est une augmentation des mélanges avec des boissons énergisantes qui peuvent potentialiser, alors cacher le goût de l'alcool, mais potentialiser ses effets. On observe aussi dans la littérature que, outre les jeunes, la consommation d'alcool est également élevée chez les personnes de plus de 50 ans et présente dans ce groupe des risques particuliers en lien avec les problématiques de santé qui commencent à émerger et la consommation de différents types de médicaments, et notamment les médicaments psychotropes. Et enfin, malgré une baisse au cours des dernières années de la consommation d'alcool, on observe que les femmes enceintes en France continuent à avoir une consommation d'alcool assez fréquente, puisqu'on estime que 20% des femmes enceintes ont consommé de l'alcool durant leur grossesse et environ 2,5% ont consommé plus de 3 verres en une même occasion. Alors, ces chiffres portent également sur les périodes où les femmes ne savaient pas qu'elles étaient enceintes. Mais ça signifie que la consommation pendant la période périnatale, qui présente des risques particuliers pour l'enfant, reste à des niveaux élevés. Alors, quelques mots sur les facteurs de risque et de protection des consommations à risque d'alcool qui seront abordés aussi dans une autre partie de l'expertise collective. Tout d'abord, pour dire que les consommations d'alcool sont bien sûr multifactorielles et dépendent d'énormément de facteurs différents. On a distingué dans cette expertise collective les facteurs de risque collectifs et individuels. Les facteurs de risque collectifs, ce sont la législation relative à la vente d'alcool et les normes liées à la consommation d'alcool qui contribuent à l'acceptabilité ou non des consommations. La publicité et le marketing qui seront développés dans une autre partie de l'expertise collective, ainsi que des caractéristiques sociétales comme des conditions socio-économiques qui se dégradent. Par exemple, les crises économiques et l'augmentation des taux de chômage ont été associées à une augmentation des consommations à risque au sein des populations et d'autres types de caractéristiques sociétales telles que les niveaux d'équité hommes-femmes ou les discriminations de certains groupes. Concernant les facteurs de risque individuels, il y a bien sûr des facteurs génétiques qui jouent un certain rôle, puisqu'on sait que l'alcool peut être, les consommations à risque d'alcool peuvent être corrélées au sein des familles. Mais il y a aussi et surtout énormément de choses qui se passent dans la vie des personnes qui sont liées à des niveaux de consommation importants, des expériences de maltraitance ou d'abus sexuels au cours de l'enfance qui jouent un rôle important comme vis-à-vis d'autres types d'addictions ou de troubles de la santé mentale. On sait qu'une orientation homosexuelle et bisexuelle est aussi associée à des niveaux de consommation plus élevés, et un certain nombre de facteurs psychologiques tels que des difficultés de comportement, l'impulsivité ou
des facteurs tels que l'hostilité ou l'affectivité négative et les symptômes de dépression et d'anxiété. En ce qui concerne les facteurs de protection, ils se situent également à un niveau à la fois collectif, familial et individuel. C'est un petit peu le pendant des facteurs de risque, bien sûr, qu'on a mentionné plus tôt. Le prix de l'alcool, le fait de réguler le nombre et la concentration des lieux de vente ou les horaires des lieux de vente, ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs sont des facteurs de protection très importants. Dans les familles, les relations positives entre parents et enfants, le soutien parental sont aussi des éléments importants. Et pour les jeunes, le fait d'être investi dans sa scolarité ou dans des activités sociales et récréatives en dehors de l'école sont aussi favorables à la santé d'une manière générale et liées à une moindre consommation à risque d'alcool. Merci Maria. On voit bien que ces consommations sont donc multifactorielles. Quelles sont les recommandations du groupe d'experts pour mieux appréhender ces trajectoires de consommation ? Alors nous avons fait différents types de recommandations en termes de recherche principalement, mais aussi d'action. Alors une toute première recommandation est basée sur notre analyse est que pour pouvoir mener des recherches dans ce domaine, il faut des financements importants, conséquents et surtout pérennes qui permettent aux chercheurs de s'investir sur cette thématique, qui permettent aux jeunes chercheurs de démarrer des projets et de s'investir sur le long terme sur ces thématiques. Et ce qu'on constate, c'est que malgré la mise en place du fonds addiction et le développement d'un certain nombre de dispositifs de financement pour les projets en lien avec la consommation d'alcool, à date, ces financements sont encore insuffisants et ne permettent pas de développer la recherche à l'échelle de cette problématique. Alors, il y a aussi des recommandations, puisque les facteurs à la fois de risque et de protection se situent à un niveau très macro. Il y a une recommandation très générale qui est de rétablir ce qui était initialement prévu dans le cadre de la loi E20 pour pouvoir limiter l'accès à l'alcool, la publicité sur l'alcool et permettre de mettre en place un fonds abondé par les producteurs d'alcool, peut-être par une nouvelle taxe par exemple, pour financer la recherche et les actions de prévention, un peu à l'image de ce qui a été fait pour les produits du tabac. Et puis en termes de recherche, on recommande de mieux recueillir et valoriser les données de consommation et de pratique par l'intermédiaire d'enquêtes régulières en population générale. Ces enquêtes devant aussi s'intéresser à de nouvelles modalités de consommation et évaluer de manière fine et régulière les niveaux de consommation d'alcool et les comorbidités dans différents groupes de la population. Comme je le disais, on a un appareil statistique très développé, notamment sur les plus jeunes, mais pour les populations adultes et les plus âgées, on a des données qui sont plus parcellaires en particulier. Et puis, la deuxième partie porte plutôt sur des dispositifs d'enquête longitudinale qui sont assez peu nombreuses en France sur ce domaine et qui permettraient d'améliorer la compréhension des trajectoires de consommation et des pratiques et informer bien sûr l'action et les actions de prévention sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup Maria. Nous allons passer à la présentation de Michael Nassila sur les effets sur la santé de la consommation d'alcool. Je vous laisse donc la parole, Michael. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, relativement aux effets sur la santé, nous nous sommes intéressés, bien évidemment, à la problématique de la mortalité. Et un focus important de cette expertise, ça a été de se concentrer sur finalement quelque chose de très intéressant qui a justifié la révision de nos recommandations. Ce sont les effets des faibles niveaux de consommation d'alcool. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quelques chiffres. On parle beaucoup de mortalité, mais il n'y a pas que la mortalité comme indice important. La consommation d'alcool, c'est la 7e cause de perte d'années de vie en bonne santé dans le monde en 2016. Il faut savoir qu'en 1990, c'était la 15e cause. Donc, vous voyez que en fait, la place de l'alcool a évolué plutôt négativement. C'est la première cause d'hospitalisation en France, donc ça c'est quelque chose de très important, il faut insister là-dessus. Ce sont des chiffres de 2012 et l'étude a été publiée en 2015. Donc ça veut bien dire que l'alcool est responsable de nombreuses pathologies qui va entraîner
des hospitalisations. On retrouve une soixantaine de maladies, donc liées directement ou indirectement. Et surtout, dans la codification hospitalière, on retrouve jusqu'à 200 items, ce qui veut bien dire que le panel pour la classification est très très large. Donc comme ça a été dit, le dernier chiffre, c'est 41 000 décès. Alors plutôt chez les hommes, donc 30 000 hommes et 11 000 femmes. Ça fait 11% et 4% de la mortalité, respectivement, pour les adultes de plus de 15 ans. Principalement de quoi on décède? Eh bien, de cancer. Donc vous avez 16 000 décès par cancer, à peu près 10 000 par les maladies cardiovasculaires. Donc là encore, il faut insister. Il y a beaucoup de décès sur les pathologies cardiovasculaires. Les maladies, bien évidemment, du tube digestif, environ 7 000. Et puis ensuite, on va retrouver 5 400 pour d'autres causes, donc de l'accidentologie ou suicide. Et puis pour d'autres pathologies, psychose ou troubles du comportement. Donc ça, ce sont les données actualisées, les dernières données de 2015. La proportion de décès attribuables à l'alcool chez les hommes et chez les femmes est plus élevée en France. Nos proches voisins européens en est devant. La France est devant, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et les risques donc de mortalité, donc morbidité pour les maladies et la mortalité, sont supérieurs chez les femmes comparativement aux hommes. Donc ça aussi, c'est un message très très important. Risque plus important observé chez les femmes comparativement aux hommes. Beaucoup d'incertitudes. Alors, bien évidemment, beaucoup de chiffres sont des évaluations, notamment sur la mortalité. Donc, il y a un décalage qui peut être dû à différentes mesures qui sont des estimations. Donc, d'abord, entre la consommation d'alcool qui est rapportée par les patients et puis la vente d'alcool dans notre pays qui fait qu'on a un petit facteur de correction qui joue dans ces calculs de mortalité. Il n'en demeure pas moins que depuis des décennies, finalement, la mortalité liée à l'alcool varie entre à peu près 30 000 à 50 000. Donc on est dans cet ordre d'idées. Et il existe, ça c'est important aussi de le constater, il existe une association statistiquement significative entre les ventes d'alcool et la mortalité liée au cancer dans la plupart des pays. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. On sait que l'évolution de la mortalité par cancer suit à la même évolution que les ventes d'alcool. Alors, ce qui est aussi intéressant, donc les premiers prémices qui ont permis de dire que finalement, même des faibles niveaux de consommation d'alcool étaient liés à de la mortalité, c'est simplement de reprendre donc, ces chiffres de mortalité, de regarder un peu plus en détail ces chiffres pour s'apercevoir que à partir d'une consommation d'environ 1 verre d'alcool par jour, puisqu'on est à 13 grammes, on arrive à estimer à peu près 1100 morts par an en France. Donc ces données de mortalité attribuables indiquent déjà un effet néfaste de l'alcool dès les faibles niveaux de consommation. On est entre 1 et 1,5 verre, donc 1 verre, c'est un faible niveau de consommation d'alcool, et on a des études aussi qui s'intéressent à des niveaux de consommation inférieurs ou autour de 1 verre d'alcool par jour. C'est pour ça que c'est intéressant de mentionner bien ça. On a des données sur les faibles niveaux de consommation d'alcool. Alors, les niveaux de consommation d'alcool faibles, modérés et forts sont responsables, vous voyez ici, de 1,5, 1,3 et 4,4% des nouveaux cas de cancer. Donc ça, c'est des données aussi assez intéressantes. Si on regarde ici ce qui se passe dans l'incidence, l'apparition de nouveaux cancers, environ 8% de tous les nouveaux cas de cancer sont liés à l'alcool et à la consommation à des niveaux faibles à modérés. C'est ce que vous voyez sur ces courbes. Alors en bas, ce sont les femmes, en haut, ce sont les hommes. Et les niveaux de couleur un peu plus clairs, donc au milieu, faible à modéré, on voit qu'il y a un nombre important de nouveaux cancers qui sont liés à ces niveaux de consommation. Les cancers du sein, de la cavité orale, larynx, hypopharynx, colorectal vont contribuer le plus aux nouveaux cas de cancer attribués à l'alcool. Et la plus grosse proportion de cancers causés par l'alcool concerne bien évidemment le tube digestif et ici l'œsophage, mais aussi le foie. Alors, la consommation, même faible d'alcool, est associée à un risque augmenté de cancer du sein, indépendamment de la consommation de tabac. Donc ça, on a insisté beaucoup là-dessus, puisque ça a fait un petit peu polémique, mais on a beaucoup d'études là-dessus, et ce sont les études qui montrent très clairement qu'à partir de très faibles niveaux de consommation d'alcool, on a une augmentation du risque d'apparition de certains cancers, dont le cancer du sein. Elle est associée à l'augmentation du risque de plusieurs cancers, dont le cancer du sein à des doses aussi faibles que 10 grammes. Donc je le rappelle, 10 grammes, c'est notre unité standard en France. C'est 1 verre d'alcool.
Les recherches sur ce seuil, à partir duquel un risque significatif de mortalité lié à l'alcool, toute cause confondue apparaît, convergent vers le seuil de 10 verres par semaine, soit moins de 1,5 verres par jour. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, puisque la France a révisé ses repères de consommation pour proposer 10 verres par semaine. Et quelques mois plus tard, sortaient de très grosses études sur un nombre très, très impressionnant d'individus, où justement, on rapportait ce même seuil d'apparition de mortalité à partir de 10 verres par semaine. Donc c'est vraiment intéressant de constater qu'au niveau mondial, les études convergent vers ce repère de 10 verres par semaine qui semble très pertinent et significatif du point de vue de la santé. Donc plusieurs pays, justement, dont la France, ont revu leurs recommandations pour proposer des repères. Alors ça a été tout un travail aussi de proposition de ces nouveaux repères pour qu'ils soient acceptables, crédibles scientifiquement. Et donc, comme je viens de l'indiquer, ce qui est vraiment frappant de constater, c'est que toutes les données actuelles convergent vers ce repère. Alors, un sujet très attendu aussi, c'est celui de potentiels effets protecteurs. On en parle beaucoup en France, hein. On en a beaucoup parlé, et ça va être justement un gros enjeu de cette expertise de montrer qu'on peut remettre en cause ces effets protecteurs de faibles niveaux de consommation. Donc ça a été rapporté dans pas mal d'études. Et justement avec des faibles niveaux de consommation d'alcool qui suivraient cette fameuse courbe en J. Alors, les effets protecteurs à la base de ce qu'on a appelé ce French paradoxe, hein, consommer de l'alcool et consommer des produits gras qui seraient protecteurs sur certaines pathologies, sont en fait, ça c'est très intéressant, on a de très nombreuses études maintenant de type méta-analyse très intéressantes, qui mettent en lumière en fait énormément de problèmes méthodologiques dans les études. Et on a la chance que des nouvelles techniques épidémiologiques, notamment ce qu'on va appeler l'épidémiologie génétique, ou le nom un peu plus barbare qui est la randomisation mendélienne, ont confirmé l'absence d'effets protecteurs. Donc aucune association ici de type courbe en J qui peut laisser croire à des effets protecteurs n'est obtenue par de très nombreuses études récentes. Alors justement, si on met en lumière ces effets de méthodologie dans les études, alors ce qu'il faut voir, c'est que ici vous avez le risque d'avoir une pathologie ou des effets délétères en termes de mortalité, d'apparition de pathologie ou de morbidité, lorsque le petit carré noir est situé à droite de la ligne verticale, et inversement une diminution, ou plutôt un effet protecteur, lorsque le petit carré noir que vous voyez serait plutôt à gauche de la ligne verticale sur les graphiques. Et tout simplement, ce qu'on voit ici, par exemple, en haut, c'est que lorsqu'on prend en compte vraiment tous les critères possibles de biais méthodologiques liés à des cohortes ou à la prise en compte de variables, eh bien, on s'aperçoit que, vous voyez, que moins on prend en compte, moins on corrige pour ces biais potentiels, eh bien, plus le carré noir se déplace vers la gauche, donc tend à montrer un effet protecteur. Bon, autrement dit, à l'inverse, plus on corrige, plus on tient compte de ces biais méthodologiques, plus on a un résultat qui s'approche de 1 et qui montre donc aucun effet des faibles niveaux de consommation d'alcool. Et sur le graphique de droite, en bas, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que donc parmi les fameux biais qui caractérisaient les études, c'est qu'on avait tendance à laisser dans le groupe témoin des anciens buveurs. Les dernières analyses ont pris aussi en compte la qualité des études et on voit de la même manière ici que lorsqu'on tient en compte de ce qu'on a appelé les sick quitters, hein, de maintenir les abstinents dans le groupe de référence, ou bien ici quand on regarde la qualité des études, il n'y a aucun effet protecteur, voire même ici on a un déplacement vers la droite, donc plutôt un effet délétère des faibles niveaux de consommation d'alcool. Alors ensuite, juste pour introduire cette méthodologie de la randomisation mendélienne ou de l'épidémiologie génétique, c'est une nouvelle, c'est une technique qui prend en compte en fait non pas la déclaration d'alcool des sujets, mais qui va catégoriser les sujets par rapport à des polymorphismes génétiques. Donc là, c'est pour ça qu'on appelle ça l'épidémiologie génétique. Et avec l'alcool, c'est vraiment un exemple, c'est vraiment un cas d'école, puisqu'on a la chance d'avoir donc une dégradation, une capacité à consommer l'alcool, à dégrader l'alcool qui va dépendre justement de ces polymorphismes génétiques. Et donc ici, en fait, on va catégoriser les individus par rapport à la présence de ces polymorphismes qui nous permettent d'estimer des niveaux de consommation d'alcool.
Alors, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une causalité qui est très forte entre la présence de ces polymorphismes et la consommation d'alcool qui est ici au milieu pour aboutir à droite, ici, à certaines pathologies. On vous met ici sur le graphique, par exemple, ce qui se passe pour les maladies cardiovasculaires. Alors, ici, ce qu'on veut bien évidemment, c'est une étude qui permet vraiment d'avoir un lien causal entre cette génétique, la consommation d'alcool et l'apparition de cette maladie en s'exonérant ici de l'influence des facteurs de confusion qui sont souvent apparents dans les études observationnelles et qui se basent sur la consommation d'alcool déclarée. Ce que évite cette technique, c'est ce qu'on appelle la causalité inverse, c'est d'éviter le fait que la pathologie puisse interférer avec le niveau de la consommation d'alcool. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est de la randomisation mendélienne. La qualité de cette étude s'approche de celle des essais cliniques randomisés, dont vous avez tous entendu parler, je pense, qui est un gold standard et qui est garant de la qualité ici des résultats obtenus dans les études. Donc, ce type d'épidémiologie génétique permet d'atteindre ce niveau de qualité des études randomisées contrôlées. Alors juste pour reprendre simplement un exemple, mais vous aurez les explications en détail dans l'expertise, c'est que vous avez ici simplement sur une même population et une très grosse population, des résultats qui peuvent être obtenus à gauche dans les techniques d'épidémiologie observationnelle classique ou conventionnelle, et puis à droite, analyse épidémiologie génétique. Et vous voyez simplement ici qu'on a une courbe de type courbe en J sur la gauche qui disparaît totalement à droite pour démontrer un effet linéaire et une augmentation des risques avec la quantité d'alcool consommée. Donc voilà, simplement, donc un point fort de cette expertise, c'est de s'intéresser vraiment au faible niveau de consommation d'alcool. Et vous voyez qu'avec des techniques comme celle de la randomisation mendélienne, on ne voit plus d'effets potentiellement protecteurs qu'on observait dans les études qui comportaient notamment qui comportent de nombreux biais méthodologiques. Donc là, je reviens simplement sur des courbes qui sont très parlantes, qui sont sorties très récemment, donc sur de très grosses populations, où on voit justement à gauche la mortalité toutes causes confondues, et on voit ici que la courbe décolle, donc s'éloigne de 1 à partir de 100 grammes par semaine, c'est-à-dire les 10 verres par semaine. Donc ça, c'est très révélateur. Et puis d'autres études également sur des très grosses cohortes qui se sont posé la question de savoir quelle serait finalement la consommation à partir de laquelle on peut voir des effets ici en termes d'années de vie perdues en bonne santé. Et vous voyez ici, quand on veut connaître ce seuil, eh bien, on s'aperçoit que c'est à partir du premier verre, donc ici la courbe verte ici à droite, on voit que le risque d'avoir des pertes d'années de vie en bonne santé augmente à partir d'un verre d'alcool consommé par jour. Merci Mickaël. On voit donc que toute consommation d'alcool est à risque. Quelles sont donc les recommandations du groupe suite à cette analyse? Alors, plusieurs recommandations. Donc, quelque chose qui nous a semblé vraiment important, c'est la clarté dans les messages, donc rendre plus claire la communication des autorités publiques vis-à-vis donc, du grand public, mais aussi donc, des professionnels de santé, sur les risques liés à la consommation d'alcool. Donc il faut vraiment informer, il faut éduquer, informer, sensibiliser autour de ces repères de consommation donc, qui sont établis par Santé publique France et l'INCa dans leur rapport d'experts de 2017. Les repères, ils doivent être clairs. Justement, c'était la volonté d'avoir des repères très clairs où il n'y a plus de distinction entre hommes et femmes. Ne pas consommer plus de 10 verres par semaine, 100 grammes d'alcool pur, pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc c'est assez simple. 10 verres par semaine, 2 verres par jour et pas tous les jours. Continuer à sensibiliser sur la plus grande vulnérabilité des femmes, parce que vous voyez dans les repères, on a enlevé la distinction justement pour un problème de clarté. Mais en fait, cette plus grande vulnérabilité, je l'ai dit, en termes de morbidité-mortalité, elle est supérieure chez les femmes comparativement aux hommes. Donc il faut aussi continuer à insister sur ce message. Encourager la réduction de la consommation d'alcool, même lorsque les niveaux de consommation sont déjà faibles. Alors ça, c'est un petit peu nouveau comme paradigme. C'est tout l'enjeu de la réduction des risques et des dommages. Bien évidemment, il y a un intérêt à diminuer sa consommation d'alcool quand on consomme beaucoup, mais aussi quand on consomme de faibles niveaux de consommation d'alcool, puisqu'on voit ici que les risques augmentent dès les premiers verres. Mieux connaître, mieux informer sur les dommages. Je pense que tout le monde mérite ici d'être bien informé justement des risques qu'on encourt relativement à sa consommation d'alcool.
On a eu un problème aussi, c'est donc relativement aux études. On estime beaucoup de choses, mais pour estimer au plus juste, on a besoin de données. Donc il faudrait financer ici des études, études récentes, parce qu'il y a des évolutions, pour améliorer justement la mesure et connaître plus finement la consommation d'alcool, pour bien estimer la morbimortalité. Et puis, comme ça a été dit par Maria Melchior, il faut soutenir des recherches ici qui vont permettre de faire un suivi longitudinal de données, notamment de l'assurance maladie, puisque j'ai parlé tout à l'heure des données PMSI, qui données très intéressantes, qui nous montrent que c'est la première cause d'hospitalisation. On a besoin de ce type de chiffres pour savoir la réalité de ce qui se passe dans les hôpitaux, et puis utiliser aussi d'autres banques de données pour bien étudier un enjeu très fort actuellement, qui est celui du parcours des patients pour améliorer la prise en charge des patients. Merci beaucoup, Michael. Nous allons désormais écouter Marie-Joseph Sorel-Cubizol, qui nous a laissé un petit message qui parle de tout ce qui se passe autour de la période périnatale. Bonjour, donc je suis Marie-Joseph Sorel-Cubizol, épidémiologiste en santé périnatale. Je vais donc vous parler de cette période-là de la vie et vous dire que le syndrome d'alcoolisation fœtale a une prévalence qui est estimée par des modèles de l'OMS à 37 pour 10 000 personnes en région Europe, ce qui en fait la région à prévalence la plus élevée au monde. L'évolution des connaissances en neurodéveloppement a conduit à une extension de la définition du syndrome et on a parlé longtemps de SAF, syndrome d'alcoolisation fœtale, et on évolue vers ETCAF pour ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Alors l'état actuel des connaissances ne permet pas de définir un seuil sans aucun risque, et le zéro alcool pendant la grossesse est un élément qui reste un élément de précaution et de raison. Pour le repérage des enfants atteints et la prise en charge, la littérature nous a montré qu'il existe de nombreux enjeux professionnels, de la néonatologie à la médecine générale, et qu'il existe aussi une grande difficulté pour le diagnostic. On sent qu'il est nécessaire d'améliorer les pratiques cliniques de dépistage des enfants atteints, le dépistage universel, c'est-à-dire systématique, à l'aide des biomarqueurs, n'apparaît pas la bonne solution dans l'état actuel des techniques et des connaissances. En revanche, l'analyse du méconium peut apporter des éléments très utiles et pourrait être considérée à des fins de surveillance sanitaire ou en aide à des prises en charge dans des situations bien particulières. Pour des raisons éthiques et d'efficacité, l'usage des biomarqueurs et de leurs résultats doit s'accompagner d'entretiens approfondis avec les patientes sur la consommation d'alcool pendant leur grossesse. Enfin, les professionnels de la pédiatrie sont diversement formés au repérage des enfants atteints et la littérature en témoigne souvent. Enfin, le risque lors de la période qui précède la grossesse est encore mal documenté et les connaissances scientifiques restent limitées et doivent être approfondies. Diapositive suivante. Au regard de cette littérature, le groupe d'experts recommande de mieux connaître les usages, les facteurs de risque et les effets sanitaires. Pour la période périnatale, cela veut dire améliorer les données de surveillance épidémiologique des populations en matière de consommation d'alcool par les femmes pendant la grossesse et par les futurs pères dans les 3 mois qui précèdent le début de la grossesse, et aussi pour les femmes après la naissance, en particulier pendant toute la période d'allaitement, si tel est le cas. Concernant les dispositifs de dépistage et de diagnostic, nous recommandons d'encourager le perfectionnement des méthodes d'analyse du méconium et du placenta à des fins de repérage des enfants exposés à l'alcool en fin de grossesse. C'est une piste technique importante, nécessaire. Élaborer des stratégies de dépistage telles que des entretiens approfondis avec les futures mères ou les mères ou les futures mères sur la consommation d'alcool en cas d'indication clinique ou si les biomarqueurs sont positifs, bien sûr. Réaliser une évaluation à large échelle
de l'utilité de poser systématiquement des questions sur la consommation de boissons alcoolisées dès le début de la grossesse ou dès l'arrêt de la contraception. Et cette évaluation devrait être réalisée en base populationnelle, qu'elle soit locale, régionale ou nationale. Il faut aussi développer des programmes de rééducation ou de réadaptation spécifiques aux enfants atteints du syndrome d'alcoolisme fœtal ou des troubles liés à la consommation d'alcool jusqu'à l'âge de consolidation des apprentissages, 10-12 ans. Et pour cela, il faut travailler sur les contenus des programmes, leur application, mise en œuvre et l'évaluation de leur efficacité. Diapositive suivante. Pour ce qui est de la prévention dans cette période de la vie, la période périnatale, il faut prévenir toute consommation. Or, il y a de nombreuses difficultés à informer efficacement les femmes enceintes ou qui veulent le devenir à interrompre toute consommation de boissons alcoolisées. Le zéro alcool, qui est préconisé par de nombreuses agences sanitaires dans divers pays, dont le nôtre, n'est pas appliqué par de nombreuses femmes enceintes. En France, les professionnels de l'obstétrique sont moins vigilants auprès de leurs patientes pour le risque lié à l'alcool que pour celui lié au tabac, comme le montrent les données les plus récentes des enquêtes nationales périnatales. Globalement, les campagnes de prévention atteignent assez bien leur but en termes d'information, pour ce qui est de la diffusion et des connaissances, c'est-à-dire que les femmes savent que la grossesse n'est pas bon, la consommation d'alcool n'est pas bon pour leur grossesse, mais ces campagnes manquent d'efficacité sur la réduction effective de la consommation, que ce soit en quantité ou en durée. Enfin, auprès des femmes, les campagnes avec des messages explicites quant au risque médical pour le futur enfant semblent plus dissuasives, c'est les expériences et la littérature qui nous l'indiquent, que des messages simplement positifs d'encouragement à ne pas consommer et qui ne feraient pas référence au risque médical pour le futur enfant. Diapositive suivante. Nous recommandons également de rendre plus claire la communication des autorités publiques sur le risque lié à la consommation d'alcool. En effet, la prévention primaire consiste à ne pas consommer de boissons alcoolisées pour les futures mères dès qu'une grossesse est envisagée. Il faut donc redynamiser l'avertissement de ne pas consommer de boissons alcoolisées pour les femmes dès qu'elles envisagent une grossesse et pour les futures mères jusqu'à la naissance et durant toute la période où elles allaitent éventuellement. Nous recommandons de former les professionnels de premier recours aux méthodes d'intervention efficaces. Ça veut dire développer la formation de professionnels de la grossesse, les cliniciens, sur comment informer et accompagner les femmes vers le zéro alcool pendant la grossesse et dès son projet si possible. Et du côté de la pédiatrie, du futur de l'enfant, il faut favoriser la formation des professionnels en puériculture, en pédiatrie, pour repérer précocement les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Et là aussi, il faut une véritable volonté politique de la part des agences régionales de santé et des équipes cliniques pour maintenir un niveau de formation, de compétences et de vigilance sur le syndrome d'alcoolisation fœtale et l'ensemble des troubles liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Joseph. Nous savons aussi qu'à travers cette expertise, nous avons découvert que l'épigénétique apporte un éclairage spécifique, notamment quant à ces dommages autour de la période périnatale. Nous allons donc écouter Valérie Mesguer à ce sujet. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'épigénétique est une discipline en émergence qui a un impact particulièrement important dans la période prénatale de formation du cerveau. L'épigénétique s'intéresse aux mécanismes qui contrôlent l'accessibilité
à l'information génétique contenue dans l'ADN. L'ADN est une longue molécule de quelques mètres que l'on doit faire rentrer dans un noyau de quelques microns. Il est donc très compacté par un embobinage, un entourage autour de petites bobines protéines qu'on appelle des nucléosomes. Et la densité de ces petites bobines va conduire à une compaction très forte, tandis que le débobinage, une densité faible, va pouvoir permettre une accessibilité à l'information génétique par les machineries cellulaires qui doivent lire cette information et la transcrire, la traduire. Ce paysage épigénétique, qui est donc soit compact, soit ouvert, est tout à fait dicté, en fait, contrôlé par un code qu'on appelle le code épigénétique et qui consiste en des décorations chimiques, des modifications chimiques qui vont toucher justement ces petites bobines autour duquel s'entoure l'ADN. Alors vous voyez ici en haut, vous avez un paysage ouvert avec l'ADN qui est cette longue molécule bleu ciel, comme une ligne bleu ciel. Et dans ce cas-là, les petites bobines bleues, qui sont des petits camemberts, là, sont peu nombreux. Et vous avez les machines qui sont en train de lire cette information génétique. Et les décorations chimiques sont déposées par des enzymes dites épigénétiques, ou bien ce sont des écrivains en quelque sorte, ou bien des gommes qui vont effacer certaines de ces décorations chimiques, ces groupes chimiques. Et donc on va avoir un code final qui va dans ce cas dicter l'ouverture du gène et sa lecture. On a un gène qui est exprimé. Dans la partie du bas, on a une densité élevée des nucléosomes, des petits camemberts bleus, avec un code chimique différent qui a été déposé par des enzymes différentes. Et en particulier, la cerise sur le gâteau, c'est une des enzymes qui dépose la méthylation sur l'ADN lui-même. Donc les mécanismes épigénétiques ne touchent pas la séquence de l'ADN lui-même, mais uniquement l'accessibilité, l'ouverture ou la fermeture. Au cours du développement du cerveau, il va falloir ouvrir certains programmes, comme le programme de développement neuronal, et en fermer d'autres, comme par exemple le programme musculaire. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que ces mécanismes épigénétiques sont réversibles. Ils sont réversibles soit effectivement avec des signaux physiologiques, c'est ma petite étoile verte, et au cours du développement du cerveau, on va avoir effectivement certains programmes qui vont s'ouvrir séquentiellement ou se fermer. Et par contre, ils peuvent être aussi largement perturbés par des expositions à des stress, dont l'exposition prénatale à l'alcool. Enfin, ils peuvent être modifiés par des molécules qu'on appelle des médicaments épigénétiques qui sont utilisés dans d'autres secteurs médicaux, comme par exemple le cancer. Alors pourquoi s'intéresser particulièrement au développement du cerveau ? Eh bien, c'est que les mécanismes épigénétiques contrôlent étroitement le développement du cerveau, à tel point que on sait que de nombreux troubles neurodéveloppementaux sont dus à des mutations dans ces enzymes épigénétiques qui déposent ces modifications chimiques. En ce qui concerne les origines environnementales des troubles du neurodéveloppement, ce sont des expositions à un stress prénatal qui vont en fait perturber ces marques épigénétiques, ces modifications épigénétiques que l'on peut considérer comme des cicatrices épigénétiques, puisqu'elles ont l'air de persister après l'exposition transitoire dans la période prénatale chez l'adulte. Alors, il y a deux intérêts à regarder à la fois ces marques épigénétiques, donc ces modifications chimiques sur l'ADN lui-même ou sur les protéines qui constituent les nucléosomes. D'une part parce que ça pourrait constituer des biomarqueurs que l'on pourrait utiliser pour un dépistage précoce des enfants. Il est parfois difficile d'avoir un historique, comme vous l'avez compris dans la présentation précédente, et pour pouvoir diagnostiquer au plus tôt les enfants et leur proposer des stimulations cognitives, des méthodes d'apprentissage, d'interaction sociale qui soient plus appropriées à leur développement, en particulier leur développement cognitif et comportemental, mais aussi on pourrait, par l'élucidation de ces mécanismes épigénétiques,
puisqu'ils sont réversibles, essayer à terme, alors bien sûr la route est très longue, chez les patients d'aller restaurer un paysage épigénétique normal à l'aide soit d'outils moléculaires très précis comme on a donc d'édition de l'épigénome qui sont dérivés de l'édition du génome, donc ces petits ciseaux moléculaires qui peuvent modifier l'ADN à des régions très précises. Mais là, on ne modifierait pas la séquence de l'ADN, on modifierait les mécanismes, enfin les marques épigénétiques en utilisant des petites enzymes que l'on ciblerait, donc des petits enzymes épigénétiques que l'on ciblerait à des régions très précises du génome. Alors ça paraît de la science-fiction. Pour l'instant, on a les outils pour, mais évidemment, il y a je dirais, un très long chemin jusqu'à en arriver là. Et d'autre part, il faudrait cibler des populations, voire des sous-populations cellulaires très précises dans le cerveau en développement, à l'aide éventuellement de nanotechnologies nous permettant de cibler et aussi d'identifier ces populations. Voilà, donc il est tout à fait crucial de continuer ces études en épigénétique qui nous permettent de mieux comprendre. Alors là, pardon, j'ai la diapo qui arrive sur mes petites usines d'édition de l'épigénome. Donc tout en fait en haut, vous avez à gauche les usines qui servent à l'édition du génome. Donc on apporte des ciseaux moléculaires à la région voulue du génome pour, par exemple, corriger une mutation. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire dans le cas d'une exposition prénatale à l'alcool. Mais par contre, on va utiliser ces petites usines fusionnées à une enzyme épigénétique. Donc en haut, vous avez une enzyme qui va permettre de reméthyler un site sur l'ADN, ou bien en bas, une enzyme qui va permettre de le déméthyler. Merci Valérie. On voit donc de nouvelles perspectives s'ouvrir grâce à tout ça. Quelles sont les recommandations du groupe à ce sujet ? Les recommandations du groupe, c'est face à toutes ces nouvelles données, de bien prendre en compte qu'elles sont encore très préliminaires, que la causalité, en particulier de ces marques épigénétiques sur l'expression des gènes, en tout cas de leur perturbation en réponse à l'alcool sur l'expression des gènes, est encore à consolider, et donc vraiment de développer la recherche fondamentale qui pourraient conduire à ces biomarqueurs d'exposition à l'alcool. En particulier dans le domaine des consommations d'alcool avant la grossesse. C'est un domaine qui est finalement très très peu financé. On ne se passera pas de la création de consortia de recherche qui vont permettre une recherche à haut niveau et également de produire des données massives, des cohortes avec un phénotypage profond permettant de s'affranchir de facteurs de confusion et de suivi longitudinaux translationnels et, je dirais, d'études omics en général. Donc, c'est la recommandation du groupe. Merci Valérie. Nous allons passer à la dernière présentation de cette session avec Christian Benlagdar qui va nous parler du coût social en milliards d'euros. Merci Marie. Bonjour à tous. Effectivement, tout ce qui vient d'être présenté, les niveaux de consommation, les effets sur la santé et toutes les inconnues aussi qu'on a, peuvent se retranscrire dans des études de coût social qui vont chercher finalement à monétariser tous les effets que l'on perçoit sur la santé et sur la collectivité. Pourquoi monétariser ? Parce que finalement, ça nous permet d'avoir le même étalon de valeur face à l'industrie qui nous oppose des emplois, des bénéfices, du profit. Donc opposons argent contre argent et comparons les deux. Alors cet exercice, il est fait dans un certain nombre de pays. Il est fait en France depuis maintenant quelques années, une grosse vingtaine d'années. On a été les pionniers sur les études de coût social des drogues licites et illicites, et donc en particulier de l'alcool. Alors, les revues de littérature établissent que le coût social de l'alcool dans les pays qui nous sont comparables, qui ont les mêmes systèmes de protection sociale, représenterait 1% de leur PIB chaque année. Par contre, le dernier exercice qui a été réalisé en France en 2010 fait état d'un coût social nettement plus élevé, à 6%
du PIB. Alors, ces différences avec nos voisins européens principalement s'expliquent. Hein. On a une habitude, un savoir-faire beaucoup plus important. On a un système d'information qui est plus étoffé, même si on a encore, hein, on l'a entendu, des lacunes à combler. Et bon, comme on cherche à monétariser le coût d'une vie humaine, en France, on a un système, une convention qui fait que le coût de la vie humaine est plus élevé en France qu'ailleurs. Bon, on a quand même, avec toute cette mortalité, cette morbidité française, eh bien, un coût social de l'alcool estimé à 118 milliards d'euros en 2010, oui, avec les 2/3, vous le voyez, enfin 66 milliards qui sont liés à la mortalité et 39 milliards à la morbidité, qui retranscrit finalement la qualité de vie des gens malades. Alors, face à tout ça, vous le comprenez bien, hein, on oppose des coûts, on va nous opposer du plaisir, on va nous opposer des emplois, des bénéfices, et il existe dans la littérature, eh bien, peut-être pas des analyses coûts-bénéfices en tant que telles, mais qui cherchent à rapprocher, eh bien, les bénéfices d'une consommation d'alcool, hein, le plaisir gustatif, le plaisir social éventuellement. Et en France, on a une étude qui a cherché à monétariser la satisfaction retirée par les consommateurs de leur usage d'alcool. Et eh bien, on se rend compte que malgré cette monétarisation, on est encore très très loin des 118 milliards de coût social. Donc, quand on prend en compte la satisfaction des consommateurs et les profits des producteurs, on est très très loin des coûts engendrés par les consommations, même faibles, on l'a vu, hein, d'alcool en France. Alors, les bénéfices en tant que tels du secteur alcoolier, on les imagine en France démesurés. Alors même qu'on a quand même une concurrence qui s'installe sur le marché de l'alcool international, mais aussi français, qui fait que, eh bien, on n'a pas de grosse position monopolistique et on n'a pas de surprofit ou de profits anormaux qui émergeraient en France. Donc, les profits de l'industrie et du secteur sont plutôt normaux, voire en tension, puisque comme ce graphique le montre très bien, on est en nette diminution de la consommation d'alcool en France, même si les consommations problématiques, vous le voyez, hein, coûtent encore énormément. Slide, s'il vous plaît. En termes d'emploi, parce que c'est un argument politique très important, et on le comprend, hein, l'industrie, il y a encore quelques années, revendiquait elle-même, hein, sur ses sites internet, sur ses fiches de lobbying, si j'ose dire, 800 000 emplois. Aujourd'hui, 15 ans après, on est à 500 000. Ce qui veut dire que le marché, non seulement dans les ventes d'alcool, mais aussi dans l'employabilité de ce secteur, est en perte. Ils ont perdu 300 000 emplois en une quinzaine d'années. Aujourd'hui, les recettes fiscales, qui est aussi un élément important, hein, de l'argent qui profiterait à la collectivité du fait de l'alcool, ces recettes fiscales, elles sont évaluées à 4 milliards d'euros. Ça semble important, alors c'est à relativiser aux 13-14 milliards retirés du tabac, hein, mais ces 4 milliards d'euros semblent un élément important qui va favoriser les finances publiques, mais au vu du système de taxation, au vu du système fiscal en vigueur sur les produits de l'alcool en France, on ne maximise pas les potentialités de recettes, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes en France qui s'interroge sur l'utilité même du système de taxation des produits de l'alcool dans notre pays. Au final, on a un coût social très élevé, on l'a vu, on a un secteur économique qui est important, nous le concédons, certes, mais il est en perte de vitesse. Aujourd'hui, semble se dessiner effectivement un espace, une possibilité d'action où on va, et le directeur de l'INSERM en a fait part ce matin, où on a la possibilité d'engager des politiques volontaristes, des politiques actives de lutte contre la consommation d'alcool, même faible,
qui viendrait diminuer finalement ce coût social, cette perte économique française annuelle de 6% tous les ans, et où d'un autre côté, on préserverait des savoir-faire, certes, un secteur économique, des emplois et l'identité de certains territoires. Alors, en termes de recommandations, on l'a vu, ce matin, on en a fait part. On a des inconnus, des angles morts, me semble-t-il, dans notre système d'information. Donc, on a certainement, sur les études de coût social, des omissions de comptabilisation. Je pense au TESAF en particulier. Mais on a aussi, par construction, si j'ose dire, par difficulté méthodologique, certains coûts dont on ne tient pas compte, comme par exemple la souffrance que les proches des décédés prématurés du fait de l'alcool peuvent ressentir. Certains pays monétarisent cette souffrance, cette peine, cette perte de qualité de vie des tiers qui n'ont pas été touchés par l'alcool directement, mais indirectement, qui viendraient certainement démultiplier le coût social de l'alcool. Et donc, les recommandations du groupe visent à améliorer la connaissance de la réelle utilisation du système de santé qui est imputable à cette consommation d'alcool. Merci beaucoup, Christian. Nous allons maintenant nous intéresser aux questions qui sont arrivées au fil de la matinée pour vous pendant cette première session. Vous pouvez continuer à écrire, bien sûr, en ligne. Donc, je reçois en direct les questions. On en a un petit peu pour tout le monde. Je vais poser la question et puis, de toute façon, je pense que vous saurez tout de suite à qui elle est destinée. Par exemple, on a une première question qui nous dit qu'on entend souvent que les jeunes filles rattrapent les jeunes garçons en termes de consommation, quantité et fréquence. Est-ce que c'est vrai, Maria ? Oui, alors comme je l'ai dit rapidement dans la présentation, les garçons ont tendance à consommer plus... les garçons ont une probabilité plus élevée de consommer de l'alcool, et en particulier d'avoir une consommation à risque d'alcool, surtout à l'adolescence. Mais le ratio garçon-fille a plutôt diminué au cours du temps en France. Et c'est pas le cas forcément dans d'autres pays, mais effectivement, les jeunes filles ont des niveaux de consommation d'alcool qui peuvent être plus très très éloignés de celles des garçons. Bien sûr, c'est aussi lié à la place des femmes dans la société et à d'autres. C'est peut-être un petit peu le contre-coup de certaines libertés et une forme d'égalité dans d'autres sphères dans la société française. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il faut aussi s'intéresser aux raisons et aux motivations des jeunes filles à consommer et ne pas considérer que c'est uniquement un comportement qui concerne les garçons et qui concerne uniquement les adolescents, puisqu'on voit que une certaine proportion des personnes continuent à avoir des consommations à risque, y compris à l'âge adulte. Donc toujours très intéressant de se focaliser sur ces trajectoires de consommation pour mieux les comprendre et les appréhender. Nous avons une autre question, je pense que c'est très important de la citer, celle-ci, parce que je pense que Michael va enfoncer le clou. La question, c'est combien d'unités d'alcool sont recommandées par semaine au maximum ? Donc, alors attention aussi dans les termes, recommandation, c'est des repères. Je lis la question telle qu'elle est. Oui, non, bien sûr. Non, mais j'insiste là-dessus. Il y a eu un virage qui a été effectué, c'est de ne plus parler de seuil. C'était des grosses discussions. Déjà à l'époque, dans le rapport d'experts, ce n'est plus un seuil en dessous duquel on serait protégé, justement, mais c'est de parler de repères. C'est juste un repère. Et on parle, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de consommation à moindre risque. Et donc, on est à moindre risque, c'est ça qu'il faut bien comprendre, si on reste en dessous de la barre des 10 verres par semaine. Mais alors attention, c'est 10 verres par semaine et pas plus de 2 verres par jour aussi. Il faut tenir compte de ça. Et aussi, je peux ajouter de ne pas boire tous les jours, qui est quelque chose d'important, puisqu'on considère aussi que boire tous les jours, c'est un critère qui peut intervenir dans le développement d'une addiction. Très bien, merci Mickaël, c'est très clair. Nous avons une autre question également assez fléchée. On nous demande si ces phénomènes épigénétiques dont vous avez parlé, Valérie, sont-ils détachés ? Peut-on les isoler des conditions socio-environnementales ? C'est une bonne question et c'est pourquoi dans les recommandations, nous avons vraiment insisté sur la constitution de cohortes qui soient bien caractérisées
pour s'affranchir de ce qu'on appelle des facteurs de confusion, qui peuvent effectivement être des facteurs socio-économiques ou de violence familiale ou d'états mentaux, voire par exemple dépressifs, soit chez la mère, soit chez les parents. Et donc il est vraiment très important d'appuyer une recherche qui s'abstrait de ça. Les modèles animaux restent encore des modèles très précieux pour justement contrôler ce que l'on attribue à l'alcool dans les perturbations épigénétiques. Très bien, merci Valérie. Donc une autre question qui nous arrive. En termes de chiffre d'affaires du marché de l'alcool, Christian, comment se situe la France par rapport aux autres pays européens? Quelles sont les spécificités françaises en termes d'évolution de préférence d'achat? Qu'est-ce que boivent les Français? Bon, j'ai pas les chiffres en tête, hein, surtout européens, où chaque pays aurait. Bon, on a une place assez importante en France, hein, sur la filière vitivinicole. On est un producteur de vin, comme chacun sait. Aujourd'hui, cette première place présupposée française, eh bien, on l'a laissée à l'Italie, me semble-t-il. On a une forte concurrence espagnole également sur les produits du vin. Mais il faut savoir aussi qu'on est beaucoup concurrencé. Alors, outre les polémiques sur les droits de douane posés outre-Atlantique, etc., sur les vins dits du Nouveau Monde. Donc, où les producteurs français ont d'ailleurs investi assez largement également, hein. Donc les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Mais oui, bien sûr, le savoir-faire français s'est exporté. En tout cas, cette première place française, elle n'existe plus. Elle n'existe plus malgré le fait que, on en rediscutera certainement cet après-midi, le vin n'est absolument pas taxé en France. Il est également pas taxé, hein, j'entends, en Italie ou en Espagne. Donc on voit bien que même l'Europe commence à se raidir là-dessus, sent bien que son système de taxation doit servir à protéger une industrie face à cette concurrence mondiale, parce que certainement que des vins dits du Nouveau Monde gagnent en qualité et ne coûtent pas si cher malgré les droits de douane. Merci beaucoup Christian. Alors nous avons encore une autre question, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce matin de tout ça, c'est à quel pourcentage s'élève la proportion des personnes abstinentes? Est-ce que des études ont été réalisées pour comprendre cette non-consommation d'alcool, notamment chez les personnes qui n'ont pas forcément été alcoolodépendantes auparavant? Oui, alors je ne suis pas sûre de pouvoir vous citer le chiffre de tête, mais effectivement... Une tendance peut-être? La proportion des personnes abstinentes augmente, et notamment chez les adolescents. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on estime qu'à 17 ans, 85% des adolescents ont déjà consommé de l'alcool. Ça fait donc 15% de jeunes qui n'en ont pas consommé. Et cette proportion a augmenté au cours du temps. Et effectivement, il y a au-delà. Donc, on a considéré pendant longtemps que les personnes abstinentes étaient celles qui avaient un problème lié à l'alcool et avaient dû arrêter de consommer. Alors, il est évident que d'autres facteurs rentrent en ligne de compte, notamment des facteurs religieux, bien sûr, mais qui n'expliquent pas cette augmentation de la non-consommation, en particulier chez les jeunes, qui pourrait aussi être liée à tout simplement un intérêt plus important pour la santé ou une prise de conscience des risques possibles liés à l'alcool. Ça ne veut pas dire que si à 17 ans on n'a pas consommé d'alcool, on n'en consommera jamais, mais en tout cas, il semble bien qu'il y ait une prise de conscience chez certains jeunes du fait que la consommation d'alcool à l'adolescence n'est pas inévitable et qu'on peut s'amuser autrement qu'en buvant. Donc il faut absolument suivre cette tendance et peut-être la valoriser d'une certaine manière pour faire connaître le fait que c'est tout à fait possible de ne pas boire d'alcool et être un jeune tout à fait normal par ailleurs. Enfin, des chiffres un peu rassurants. Alors, on a une autre question qui arrive. Il y en a beaucoup de questions. Vos présentations suscitent un intérêt particulier. Sur le plan des repères, pouvez-vous nous donner le repère en nombre de verres pour une consommation occasionnelle festive? Je pense qu'on peut donner cette question à Michael.
Oui, très bonne question. Donc, on n'a pas encore statué, nous, en France, sur ce qu'était le binge drinking. C'est assez flou. Donc, il y a beaucoup de confusion au niveau... je parle de binge parce que c'est vraiment la consommation typique festive, justement, occasionnelle. Il y a beaucoup de confusion au niveau mondial sur les unités et les grammes. C'est pour ça qu'il y a vraiment une nécessité de parler en grammes pour que tout le monde soit d'accord. Parce que même là, quand on cite ce type de chiffres, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Donc, c'est vrai que ce qu'on va considérer comme étant du binge drinking, donc quelque chose d'une consommation à risque important, hein, parce que je ne l'ai pas évoqué là, mais le binge drinking, c'est-à-dire 6 verres en une occasion, est plutôt rapide, ou 7 verres chez les hommes, c'est quelque chose qui, en termes de mortalité, a un impact très important sur la santé. Donc on a ce repère-là, des 6-7 verres en une occasion, qui est de très mauvais pronostic quand on s'intéresse aux effets sur la santé. Alors, c'est vrai que l'ancien repère, c'était 4 verres, ne jamais dépasser 4 verres dans un cadre festif. Voilà, donc vous voyez qu'on on oscille ici entre ne pas dépasser 2 verres par jour et une consommation qui peut être plus importante dans un cadre festif. Voilà, donc... on n'a pas trop évolué sur cette notion de consommation très occasionnelle, parce qu'il y a aussi la fréquence des consommations. Le problème, c'est un positionnement sur des consommations occasionnelles, mais à quelle fréquence ? Et ça, c'est très compliqué. Ça demanderait justement aussi des études plus poussées. Oui, et pendant longtemps, on a parlé d'alcoolisation ponctuelle importante. Oui, alors on est en France, on reste dans les enquêtes, justement, c'est pour ça qu'il y a une grosse discussion à faire en termes de diagnostic, d'enquête et de recherche, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tous sur les mêmes niveaux et que ça varie, ça a été dit tout à l'heure, c'est très important en fonction de l'âge, parce que bien évidemment, ces repères, ils sont faits pour des personnes en bonne santé, c'est pas fait pour des pré-ados ou des seniors. On a évoqué des difficultés tout à l'heure, hein, il y a des pays qui ont également adapté les repères, c'est-à-dire moins de 16 ans, c'est encore moins, voire pas du tout. Et quand on est senior, c'est aussi une diminution très significative de ces repères. Voilà, et ça, on n'a pas bien encore amorcé ces discussions-là en France. Merci, Mickaël. Encore une question pour Christian. C'est vrai que les modes de consommation, les quantités ont fortement évolué depuis 2010. Maria nous a bien expliqué ça. Est-ce qu'on a une version actualisée des études de coût social de l'alcool en France ? Non. Mais ça va venir, c'est en cours. On a une étude qui est financée par la Mildeca, qui est pilotée par l'OFDT, avec aux manettes le professeur Pierre Kopp de l'Université de Paris 1, qui doit actualiser effectivement ces chiffres qui datent désormais. Je suis dans le comité de pilotage, alors pour l'instant, il n'y a aucune nouveauté. Ce que je peux vous dire, c'est que entre 2010 et aujourd'hui, on a une filière brasserie, tout le monde l'a constaté, hein, qui s'est largement développée. Est-ce que cette filière brasserie française, les micro-brasseries, on voit chaque village maintenant, chaque quartier de ville fait sa bière avec un marketing, on en discutera certainement cet après-midi, des plus novateurs et des plus attractifs. Est-ce que cette impulsion qui a été lancée par le système de taxation français, hein, on a défiscalisé la production de bière pour les microbrasseries. Donc ce qui explique l'émergence, hein, de ce mouvement. Est-ce qu'il aura un impact sur le coût social de l'alcool ? On le verra. Merci Christian. Nous avons une question qui n'est pas vraiment une question, hein, c'est plutôt une remarque, mais c'est pertinent. Donc, les femmes font rarement des enfants seules. Le futur père ne peut être ignoré dans les messages de prévention car sa consommation n'est pas neutre. Mais bon, c'est accompagné d'une question un peu plus haut d'un autre internaute qui demande justement, existe-t-il, connaît-on l'impact de la consommation du père sur le syndrome d'alcoolisation fœtale et le TCAF ? Peut-être que Valérie, tu veux répondre ? Merci pour la question. Effectivement, alors il y a moins d'études qui ont été faites sur les effets de la consommation par les pères sur la descendance. Pour ce qui est de l'épigénétique, il y a effectivement un impact qui a l'air d'être détecté sur les marques épigénétiques qui vont
être portés par la descendance et qui concernent des gènes, des régions du génome qui sont également retrouvées par la consommation par la mère. Ça, c'est encore des données qui sont préliminaires et qu'il va falloir conforter. Mais il y a effectivement, ce serait vraiment très important d'augmenter les recherches sur, en préconceptionnel, la consommation des pères et aussi leur responsabilisation dans ces politiques de prévention et de... Voilà. Merci. Merci Valérie. Peut-être que Maria, tu veux ajouter quelque chose. Oui, si je peux juste ajouter un mot, c'est sûr que la consommation d'alcool est quand même sociale. Donc quand les femmes vivent avec quelqu'un qui consomme de l'alcool, la propension à ce qu'elles en consomment aussi est plus importante. La période de la grossesse, bien sûr, est très particulière et je pense qu'on manque de recherche dans ce domaine en France. Et vraiment, c'est des choses qu'il faudrait développer pour mieux comprendre dans quelle mesure est-ce que essayer d'accompagner les pères aussi vers une réduction de la consommation d'alcool est un objectif qu'il faudrait développer. Merci. D'ailleurs, Marie-Joseph, qui n'est pas là, le rappelait, dans le principe de précaution, voudrait que en période périnatale, même pour le papa, quand il y a un projet de grossesse, il devrait s'abstenir. Oui. Donc on va creuser dans ce sens-là. On espère que les messages seront entendus. Nous avons encore quelques questions. Donc nous pouvons parler de... Je ne sais pas qui va répondre, c'est la personne qui se sentira. Le risque médical pour le futur enfant est-il bien connu de tous les professionnels, cette fois-ci, de la périnatalité? Parce qu'on parle des parents, mais les professionnels qui accompagnent ces parents, est-ce qu'ils sont bien au courant? Maria? Je veux bien tenter une réponse. Je pense que Marie-Joseph Sorel en a parlé dans sa présentation. Probablement que les risques liés à une faible consommation d'alcool, et en particulier ou alors à une consommation d'alcool ponctuelle, ne sont pas suffisamment connus effectivement des professionnels de santé. Et ce qu'elle a souligné aussi dans sa présentation, c'est globalement l'insuffisance du repérage des consommations d'alcool des femmes qui ont un projet de grossesse ou qui sont déjà enceintes par les professionnels de santé. On a en France un outil qui est l'entretien prénatal précoce, qui est censé être proposé à l'ensemble des femmes enceintes pour justement creuser ces questions. Or, on sait que, d'après les enquêtes, seul environ un tiers des femmes ont un entretien prénatal précoce et que, globalement, il y a une différenciation sociale dans qui a accès à ce repérage plus particulier. Donc, c'est principalement des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui sont plutôt diplômées et qui sont peut-être pas celles qui sont les plus à risque de consommer de l'alcool, bien que, en fait, ce qu'on observe dans les enquêtes, c'est que au cours de la grossesse, la fréquence de la consommation d'alcool est plutôt plus élevée chez les femmes cadres, diplômées, etc. Enfin, qui ont plutôt un niveau une situation sociale élevée, alors que les consommations ponctuelles importantes sont plutôt plus importantes chez les femmes qui ont une situation sociale plus défavorisée. Donc peut-être que tout simplement utiliser l'entretien prénatal précoce comme un outil de dépistage pour toutes les femmes, et essayer de vraiment le mettre en place de manière universelle serait déjà une première étape pour repérer celles qui ont, y compris des consommations faibles ou occasionnelles d'alcool. Merci Maria. Oui, ce chiffre d'un tiers est un peu alarmant. Nous avons une question, comme ça, tu n'as pas à remettre ton masque, je pense qu'elle est pour toi. On nous demande de préciser le facteur homo-bisexualité pour les facteurs de risque de la consommation d'alcool. Oui, je suis allée très très vite là-dessus, pardon, mais bien sûr c'est plus détaillé dans le rapport. En effet, on observe que dans différents pays et dans différents contextes, l'orientation sexuelle est liée à un certain nombre de types de prises de risque, et y compris les prises de risque dans le domaine de la consommation d'alcool. Même si le nombre d'études est relativement faible, ça semble être encore plus le cas des femmes qui ont une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuel, et c'est probablement lié à plein de choses, et en particulier à l'adolescence et au moment de l'entrée dans la vie adulte. C'est probablement lié à énormément de facteurs différents, la stigmatisation, les discriminations, le vécu, les difficultés psychologiques. On sait que c'est une population qui est à risque de tendance dépressive, voire suicidaire, à des niveaux plus élevés que la population générale.
et voilà, peut-être un certain nombre de choses contre lesquelles d'ailleurs on est en train d'essayer de lutter, puisqu'il y a une campagne de Santé publique France contre l'homophobie en ce moment même. Mais là aussi, en France, on a assez peu d'études sur, bien que le BEH ait récemment publié des données sur les populations homosexuels ou bisexuels à partir du baromètre santé, et qui montre bien une nouvelle fois le niveau de risque important de conduite addictive en général et de conduite à risque dans le domaine de l'alcool en particulier. Et voilà, c'est un sujet sur lequel il faudra plus d'enquêtes ou plus d'études explicatives, et certainement aussi un certain nombre d'actions de prévention pour limiter les facteurs de risque qui expliquent ce surrisque. Oui, donc plus d'accompagnement aussi. Alors, je pense que là, vraiment, on est plutôt dans le domaine de la prévention primaire et tout ce qui relève de la lutte contre les discriminations, la stigmatisation, les violences qui sont faites aux personnes qui ont une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle, sont probablement à même d'amener une prévention des problèmes psychologiques et d'un certain nombre de conduites à risque. Et puis après, effectivement, il faut aussi peut-être un repérage. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Il ne faut pas non plus tomber dans la stigmatisation du côté des professionnels de la santé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans d'autres pays, ce sujet est plus développé. Il y a une réflexion vraiment sur les besoins de santé particuliers des populations homosexuelles et bisexuelles. Et en France, on a cette réflexion autour des problématiques de santé sexuelle. Mais il faudrait peut-être la développer aussi dans d'autres domaines. Merci Maria. Nous avons une question, je pense que Mickaël, ça sera pour toi. La représentation du verre standard est très floue. Pour beaucoup de jeunes, le verre standard est un gobelet plein à ras-bord, ce qui représente en réalité certainement plus qu'un verre. Donc il faut peut-être qu'on reparle des grammes d'alcool là. Donc l'idée, oui, c'est effectivement d'éduquer, de continuer à éduquer sur le verre standard et pas que la population générale. On s'aperçoit que beaucoup de professionnels de santé ne connaissent pas bien les repères, ne connaissent pas bien le verre standard, et c'est le prérequis pour toute discussion à amorcer en termes de consommation d'alcool. Donc effectivement, il faut relativiser tout ça, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le nombre de verres par occasion va dépendre du sexe, va dépendre de son indice de masse corporelle. On ne va pas du tout atteindre les mêmes niveaux d'alcoolémie. Donc même dans les études, on est un petit peu gêné parce qu'il faut essayer d'apprécier au mieux en fait, les alcoolémies qui sont atteintes par les individus, et ça pose problème. Et vous avez raison aussi de dire que ce qu'on sait bien, c'est que des verres qui sont servis en privé ou bien lors des soirées ou des fêtes, c'est pas du tout les mêmes repères, et c'est compliqué, et on doit éduquer, parce que là, si on veut vraiment que les repères passent, effectivement, il va bien falloir, et il y a plein d'outils maintenant, je pense, et peut-être qu'avec la e-santé et les outils numériques aussi, on va diffuser ça vraiment beaucoup plus largement qu'on ne le fait actuellement, et ça va beaucoup aider, parce qu'il faut vraiment, le travail, c'est extraordinaire, le travail qui est fait sur l'explication des unités, il faut vraiment le faire dans toutes les actions de prévention. Ça commence par ça, et l'enjeu du repérage, dont on parle beaucoup dans l'expertise, c'est justement d'abord on commence par bien expliquer l'unité. Il faut vraiment que et aussi bien aussi que ces unités ou ce nombre de grammes, comme j'ai indiqué tout à l'heure, soit aussi indiqué sur les bouteilles, par exemple. Voilà, on doit le voir partout en fait, cette notion d'unité de verre standard à 10 grammes. Voilà. Merci Mickaël, ça commence par là. Merci à tous, merci pour cette première session. Nous allons clôturer donc la session, et j'invite les experts qui participent à la deuxième session à venir prendre place sur le plateau.